Le Japon, un archipel composé de près de 7000 îles dispersées dans l'immensité de l'océan Pacifique, se tenait à l'écart du reste du monde. Son isolement, forgé par les océans et les hautes chaînes montagneuses, créa une civilisation comme aucune autre. Dans ce monde apparemment isolé, où des cimes volcaniques perçaient le ciel et où des forêts denses s'accrochaient aux pentes abruptes, la nature régnait en maître. Les Japonais vivaient en harmonie avec leur environnement, cultivant une révérence pour les esprits qui dansaient dans le vent et murmuraient parmi les arbres. La terre elle-même devint le berceau d'une culture qui allait engendrer la plus distinctive des sociétés guerrières que le monde n'ait jamais connues, les samouraïs. Les premiers habitants arrivèrent pendant les dernières années de la dernière période glaciaire, lorsque les niveaux de la mer étaient plus bas, permettant des migrations par des ponts terrestres reliant le Japon au continent asiatique. Ces premiers habitants apportèrent avec eux des techniques sophistiquées pour la chasse et la récolte, formant ainsi la base d'une vie spirituelle et culturelle riche. Leur poterie, l'une des premières du genre, était à la fois pratique et artistique, façonnée par ceux qui comprenaient la nécessité de trouver un équilibre entre le sacré et le quotidien. Les rituels ancestraux nés à cette époque formèrent la base du shintoïsme, la religion indigène du Japon, où la nature elle-même était vénérée et les esprits, kami, étaient honorés. Au fil des siècles, le tissu culturel des îles se transforma irrémédiablement avec l'arrivée de nouvelles vagues de migrants. À partir de 900 avant notre ère, les peuples Yayoi arrivèrent du continent asiatique, apportant avec eux la connaissance de l'agriculture du riz, des outils en bronze et du tissage. Ces innovations bouleversèrent le paysage, engendrant un passage d'une société de chasseurs semi-nomades à une société ancrée dans l'agriculture. Le riz, en particulier, devint une part essentielle de l'économie, le véritable cœur de la société japonaise primitive. Cette nouvelle forme d'agriculture modela non seulement la terre, mais aussi les structures sociales qui émergèrent. Les villages devinrent des centres de vie communautaires, organisés autour du travail intensif de la culture du riz. Mais avec cette augmentation de la productivité vint la nécessité d'une société plus structurée. Les clans puissants, les uji, commencèrent à dominer et les systèmes hiérarchiques qui allaient plus tard définir le Japon prirent racine. Le peuple japonais, lié par des rituels partagés et une dépendance mutuelle, commença à forger des identités non seulement autour de leurs familles immédiates, mais autour des grands clans auxquels ils appartenaient. Ces uji, dirigés par des chefs exerçant à la fois une autorité spirituelle et militaire, ouvrirent la voie à la création d'une société qui allait donner naissance à une classe guerrière, les samouraïs. Le clan Yamato émergea comme la force dominante dans cette société naissante, consolidant sa domination au IVe et Ve siècle de notre ère. Réclamant une descendance divine de la déesse solaire Amaterasu, les dirigeants Yamato se présentaient comme des êtres choisis par les dieux pour gouverner la terre. Cette légitimité divine devint centrale dans l'idée de l'empereur japonais, une figure symbolique dont la lignée continue encore aujourd'hui comme la plus ancienne monarchie au monde. L'établissement du clan Yamato marqua le début d'un système politique plus centralisé, un système qui alliait autorité spirituelle et puissance militaire. Les empereurs, bien qu'éloignés de la gestion quotidienne du pays, devinrent des symboles d'unité, leur présence rappelant l'ordre divin. Mais ce ne sont pas seulement les sphères politiques et spirituelles qui furent affectées par ces changements. Le tissu même de la vie japonaise se restructura. Les clans puissants commencèrent à consolider leur pouvoir par la conquête militaire, les alliances et les mariages, créant lentement mais sûrement un pays qui allait être défini par ses guerriers. Ces guerriers, les premiers précurseurs des samouraïs, n'étaient pas encore les chevaliers nobles des époques féodales ultérieures, mais ils posèrent les bases d'une culture martiale qui allait dominer le Japon pendant des siècles. L'introduction du bouddhisme en 538 de notre ère fut un autre moment de transformation pour le Japon. Bien qu'au départ accueilli avec résistance par ceux qui soutenaient le shintoïsme, la religion étrangère finit par trouver un terrain d'accueil. Ce n'était pas seulement une question de foi, c'était une révolution culturelle. Parallèlement au bouddhisme, arrivèrent des systèmes d'écriture chinois, des idées philosophiques et des concepts politiques qui influenceraient profondément l'avenir du Japon. Pour la classe guerrière émergente, ces nouvelles idées offrirent un chemin vers la clarté morale et une discipline intérieure. C'est dans la méditation zen et la rigueur de ses enseignements
que les samouraïs allaient plus tard trouver la philosophie qui guiderait leur existence. Au fur et à mesure que les structures politiques et culturelles du Japon se solidifiaient, la classe des samouraïs prenait forme. Les samouraïs étaient nés de la nécessité, d'abord comme protecteurs des terres, plus tard comme dirigeants de leurs propres ordres militaires. Leur voyage, de guerriers modestes à aristocrates nobles, se déroulerait sur plusieurs siècles, marqué par des guerres incessantes, des alliances changeantes et l'équilibre complexe entre loyauté envers son seigneur et l'adhésion au code d'honneur non écrit qui définissait leur existence. Mais, au-delà de leur légendaire habileté au combat, les samouraïs n'étaient pas seulement des guerriers, ils étaient aussi des administrateurs, des philosophes, des artistes et des érudits. Ils incarnaient la dualité du Japon lui-même, un pays de beauté sereine et de guerre brutale, de jardins paisibles et de champs de bataille ensanglantés. Et ainsi, dès ses premiers jours, les bases du monde des samouraïs étaient posées, une société fondée sur l'honneur, la guerre et un code de conduite implacable. Ce n'était que le début. Le pays était en effervescence, une époque où les dieux eux-mêmes semblaient regarder le Japon avec une attention particulière. Sous la dynastie des Yamato, l'histoire du Japon prit une tournure divine, fondée sur la croyance que le clan régnant était directement descendant de la déesse solaire Amaterasu, une figure sacrée vénérée dans les traditions shinto. Ce lien mystique, cette lignée sacrée, offrait au clan Yamato une légitimité indiscutable qui leur permettait d'unifier les différentes régions du Japon sous une seule autorité spirituelle et politique. Le processus de consolidation du pouvoir par le clan Yamato fut une danse entre la guerre, les alliances et les mariages stratégiques. Au fur et à mesure que le clan gagnait en influence, il imposait une nouvelle structure de gouvernement. Les pouvoirs spirituels et mondains s'entrelacèrent d'une manière inédite, chaque seigneur et chaque chef local devant non seulement être un guerrier, mais aussi un protecteur des croyances divines. L'âme de la nation japonaise était en train de se forger dans ce creuset de pouvoir divin et humain. Dans cette époque de renouveau spirituel, le bouddhisme fit son entrée sur les rives japonaises. Introduit au milieu du VIe siècle par des envoyés de la Corée, il s'implanta progressivement, non sans résistance de la part des partisans du shintoïsme, qui voyaient en cette nouvelle religion une menace à l'ordre établi. Cependant, le bouddhisme, avec sa promesse de paix intérieure, de réincarnation et d'illumination, finit par séduire non seulement l'élite politique, mais aussi le peuple. Le bouddhisme apporta avec lui des idées profondes de renoncement, d'autodiscipline et de contemplation, qui trouvèrent une résonance particulière parmi les guerriers émergents du pays, les samouraïs. À l'ombre de cette transformation spirituelle, les samouraïs commencèrent à prendre forme, d'abord comme de simples guerriers, puis comme des personnages influents dans la société japonaise. Ils n'étaient pas encore les chevaliers idéalisés que nous connaissons aujourd'hui, mais les prémices de ce groupe noble et discipliné étaient déjà là. En servant de protecteurs du clan Yamato, les samouraïs étaient les bras armés du pouvoir divin. Leur rôle n'était plus uniquement militaire. Ils devinrent les gardiens de l'ordre, les instruments d'une société qui voulait renforcer son emprise sur la terre et les cieux. Au-delà de leur simple fonction de défenseurs, les samouraïs étaient également appelés à devenir les administrateurs d'un territoire. Ce développement marqua le début d'une transformation progressive. Ces guerriers devinrent des gestionnaires, des diplomates, parfois même des penseurs et des artistes. Ils étaient en somme les figures fondatrices d'une culture qui unirait pour les siècles à venir les arts de la guerre et les arts de la paix. Les premiers samouraïs, encore liés à des idéaux de protection de la terre et de la famille, commencèrent à cultiver une vision plus large de leur rôle dans la société japonaise. Mais cette transformation n'était pas simple. Alors que le clan Yamato unifiait progressivement le pays sous sa houlette divine, il était également confronté à des révoltes et à des tensions internes. Les clans rivaux se battaient pour plus de pouvoir, et certains, tout en reconnaissant la suprématie du clan Yamato, remettaient en question la légitimité de ses dirigeants. Ce climat de méfiance et de luttes intestines renforça encore le rôle des guerriers, les samouraïs, qui furent appelés à intervenir non seulement pour maintenir la paix, mais aussi pour imposer l'ordre là où il vacillait. Les seigneurs de guerre qui émergeraient dans les siècles à venir avaient désormais besoin de guerriers fidèles pour défendre leurs possessions et leurs droits. L'ombre de la guerre, pourtant, ne faisait qu'éclairer le chemin vers un avenir plus pacifique. La montée en puissance du bouddhisme et la consolidation du pouvoir impérial dans les mains des Yamato apportèrent avec elles un âge d'or spirituel,
marquant un tournant dans la culture japonaise. Les samouraïs, loin de se limiter à l'art de la guerre, commencèrent à se cultiver dans les arts et la philosophie. Ils participaient aux cérémonies bouddhistes, pratiquaient la calligraphie et la poésie, et cherchaient à atteindre une forme d'équilibre intérieur qui complétait leurs compétences martiales. L'idée de l'harmonie entre l'art de la guerre et l'art de vivre s'infiltra dans les valeurs mêmes du samouraï, créant une double identité qui allait définir ce groupe pour les siècles à venir. Mais la route était encore longue. Le Japon, à cette époque, n'était pas encore prêt pour l'avènement des grandes batailles épiques qui allaient secouer ses terres dans les siècles suivants. Les graines du futur conflit étaient plantées dans la terre fertile du pouvoir centralisateur et du système clanique qui régissait encore les régions. Cependant, au-delà de la guerre, les samouraïs, armés de leur foi, de leur discipline et de leur dévouement, seraient prêts à s'élever, à se battre et à servir, non seulement leur seigneur, mais aussi la nation dans toute sa complexité et sa beauté. Au fil du temps, la cour impériale, véritable épicentre du pouvoir au Japon, s'affirmait de plus en plus comme un centre sacré et diplomatique. Le pouvoir de l'empereur, bien qu'ayant d'abord des aspects spirituels et cérémoniels, se consolidait, accompagné de l'ascension des élites locales. Au-delà de la figure divine de l'empereur, un autre acteur important se dessinait, les seigneurs de guerre ou daimyo, qui étaient les véritables détenteurs du pouvoir sur le terrain. Si le Japon commençait à s'unir autour de cette autorité centrale, une frange de la société se détachait en raison de la hiérarchie des clans et de la politique d'alliance des grandes familles. Dans cette époque, l'autorité de la cour impériale cohabitait avec un système féodal naissant où les clans rivaux s'affrontaient non seulement pour le contrôle des terres, mais aussi pour la domination de l'esprit et du corps de la nation. Ce fut l'émergence des guerriers professionnels, les samouraïs, au cœur de cette société en transformation. Les premières années du Japon impérial étaient marquées par une structure encore fragile et par des conflits internes entre les familles puissantes. En effet, les Zuji, ces familles héréditaires qui dirigeaient des territoires spécifiques, commençaient à s'affirmer comme des forces autonomes. Bien que loyaux à l'empereur en surface, certains clans cherchaient à éclipser les autorités centrales pour instaurer un pouvoir local plus vaste. Le clan Fujiwara, par exemple, exerçait une influence remarquable à la cour impériale, grâce à des mariages stratégiques et à une habile manipulation des rituels. Ces manœuvres leur permettaient d'asseoir une domination de fait, transformant l'empereur en simple figurant, tandis que, en coulisses, dirigeait réellement la politique. À cette époque, les samouraïs commençaient à s'imposer comme les bras armés de ces grandes familles. Leur rôle se redéfinissait au-delà de simples protecteurs des terres. Ils devenaient des administrateurs militaires, des juges locaux et des leaders capables de commander des armées et d'imposer la loi sur leurs terres. Leur entraînement était de plus en plus rigoureux, non seulement dans l'art de la guerre, mais aussi dans la gestion des conflits, l'administration des terres et la philosophie morale. Les samouraïs apprenaient que le devoir ne se limitait pas à la bataille, mais s'étendait à la préservation de l'ordre social. Dans les champs de bataille, des figures légendaires commencèrent à émerger, celles qui, par leur bravoure et leur loyauté, deviendraient des modèles pour les générations à venir. Mais ces figures héroïques n'étaient pas seulement des guerriers de fer, elles étaient aussi des stratèges et des diplomates astucieux. Elles comprenaient qu'un combat mené sans finesse pouvait mener à la défaite. La discipline et l'unité, comme dans le bouddhisme zen qui avait imprégné la culture japonaise, devinrent des éléments essentiels à l'art du guerrier. Mais ce n'était pas seulement sur les champs de bataille que les samouraïs devaient faire preuve de leur valeur. À la cour impériale, dans les salons où les intrigues se tissaient, la compétence politique prenait autant de place que la compétence militaire. Le pouvoir de manipuler les alliances, de jouer sur les rivalités entre clans et de maintenir des relations diplomatiques solides était aussi crucial que la capacité à brandir un katana. C'est là que les samouraïs, pour la première fois, commencèrent à tisser une culture du service non seulement envers leurs seigneurs, mais aussi envers leur pays. Ils portaient en eux un code d'honneur, une éthique née des valeurs bouddhistes, du confucianisme et du shintoïsme qui dictaient leur conduite en toutes circonstances. Les seigneurs, eux, se retrouvaient coincés dans une lutte incessante pour affirmer leur pouvoir tout en conservant une apparence de loyauté envers l'empereur. Cette double posture allait devenir une caractéristique du Japon féodal, une politique de façade masquant des réalités souvent bien plus complexes. En effet,
Bien que l'empereur fût la figure sacrée, la gestion réelle des terres et des armées se faisait par l'entremise de ces seigneurs puissants qui rivalisaient pour obtenir la faveur impériale, tout en prenant en main le destin de leur propre domaine. Dans les provinces reculées, les samouraïs commençaient à recevoir plus de pouvoir. On les voyait non seulement en charge de la sécurité et de la gestion des ressources, mais aussi en tant que juges et médiateurs dans les différents locaux. Cette époque marquait l'apogée de l'autorité locale, un modèle qui allait se cristalliser dans le système féodal du Japon. En ces temps, l'obéissance à un seigneur pouvait signifier la vie ou la mort, et la fidélité devenait la vertu suprême. Mais cette fidélité, unissant le samouraï à son seigneur, ne faisait pas oublier les tensions sociales qui grandissaient, les disparités de pouvoir et de richesse qui allaient, elles aussi, façonner l'histoire du pays. À l'aube du 8e siècle, le Japon se trouvait ainsi à un carrefour. La cour impériale commençait à resserrer ses liens avec le clergé bouddhiste et les grands clans, mais la montée en puissance des samouraïs laissait présager de nouveaux bouleversements. Les règles du jeu étaient en train de changer. Ce n'était plus les samouraïs, formant peu à peu leur propre identité, s'engageaient dans une voie qui les amènerait à régner, non seulement par le fer, mais aussi par l'esprit. Ils étaient les enfants d'une époque de grande transition, maîtres des arts martiaux comme des arts de l'administration, et porteurs d'une culture unique qui allait façonner les siècles à venir. Les siècles passaient, et tandis que le pays évoluait, les samouraïs prenaient peu à peu forme, devenant la classe guerrière qui allait marquer l'histoire du Japon. Leur origine ne résidait pas dans une quête de pouvoir pour eux-mêmes, mais dans un besoin pragmatique de protection des terres et des ressources des clans puissants. Ces premiers guerriers, souvent issus des couches inférieures de la société, étaient les bras armés d'un système féodal qui s'épanouissait lentement, chaque guerrier étant dévoué à son seigneur et à la préservation de l'ordre dans les régions qu'il défendait. Au début, les samouraïs n'étaient pas les nobles guerriers que l'on imagine aujourd'hui. Ils étaient avant tout des paysans ou des hommes issus des classes populaires qui avaient trouvé leur place au sein des armées en raison de leur habileté au combat. Leur statut était plus celui de vassaux que de nobles, mais ils se distinguaient déjà par leur discipline et leur engagement envers leur seigneur. Ces guerriers, armés de sabres et montés sur leurs chevaux, défendaient les terres et se battaient pour le pouvoir de leur maître, souvent dans des guerres locales ou des batailles pour obtenir des territoires. Cependant, l'évolution de la société japonaise allait transformer leur statut. Au fil du temps, les samouraïs ne se contentaient plus de défendre les terres de leur seigneur. Ils commençaient à jouer un rôle plus actif dans l'administration de ces terres, en prenant en charge les tâches politiques, judiciaires et économiques. Ce passage du simple rôle de guerrier à celui d'administrateur fut un tournant essentiel dans l'histoire de la classe des samouraïs. Ils n'étaient plus seulement des soldats, ils étaient devenus des gouverneurs, des juges et des membres actifs du gouvernement local, exerçant une influence considérable sur la gestion de leurs terres. Le code de conduite qui allait devenir le Bushido commença à se dessiner dans cette période de transformation. Bien que le terme Bushido n'apparaisse officiellement qu'au XVIIe siècle, les principes de loyauté, de courage et de respect de l'honneur étaient déjà ancrés dans la culture des samouraïs dès leurs premières années. Le samouraï était avant tout un homme de devoir, qui plaçait la fidélité envers son seigneur avant tout, et l'honorable défaite avant la vie. Dans cette période formative, les samouraïs, au-delà de leur rôle militaire, commencèrent à incorporer les enseignements bouddhistes et confucéens dans leur philosophie personnelle. Ces influences allaient se renforcer au fur et à mesure de l'évolution de la société japonaise. Les premières batailles, bien que petites en comparaison des conflits à venir, posèrent les bases de la stratégie et de la tactique samouraï. L'importance de l'armure, du sabre courbé et de la lance se fit sentir, mais la véritable révolution résidait dans la manière dont ces hommes se battaient. Les samouraïs combattaient non seulement pour défendre leurs terres, mais aussi pour prouver leur dignité et leur honneur. Chaque combat était plus qu'un affrontement militaire. C'était un acte rituel, une déclaration de leur identité et de leur engagement envers leurs principes. Dans les montagnes, les plaines et les vallées, les samouraïs étaient aussi confrontés à la réalité d'une guerre sans fin. Si les batailles se succédaient, la consolidation de la société et des pouvoirs militaires n'était pas une tâche facile. Les clans rivaux cherchaient toujours à étendre leur territoire et à prendre le contrôle de nouvelles régions, et ainsi naquit la tradition des alliances et des trahisons. Les samouraïs se retrouvèrent plongés dans un jeu complexe d'intrigues politiques et de rivalités familiales, où l'amitié et la loyauté se mêlaient à la tromperie et à la duplicité.
En parallèle de cette évolution militaire et sociale, les samouraïs commencèrent à cultiver des compétences qui allaient bientôt devenir aussi importantes que l'épée elle-même. À travers la pratique de la poésie, de la calligraphie et des arts du thé, ils cherchaient à équilibrer la brutalité du combat avec la sérénité de l'esprit. Le bouddhisme zen, qui prônait l'acceptation de la souffrance et l'atteinte d'un état d'éveil à travers la méditation, fit une impression profonde sur la culture. Au fur et à mesure que les guerres locales se multipliaient, la classe des samouraïs gagnait en influence. Leur rôle d'administrateur se faisait plus marqué, leur pouvoir militaire se consolidait et leur influence sociale devenait de plus en plus grande. Les samouraïs étaient désormais considérés comme des membres essentiels de la société, non seulement pour leur valeur sur le champ de bataille, mais aussi pour leur capacité à gouverner et à maintenir l'ordre dans un pays en pleine transformation. Les fondations étaient posées pour ce qui allait devenir l'un des systèmes féodaux les plus élaborés de l'histoire. Mais cette ascension vers le pouvoir ne se faisait pas sans conflits internes. Dans les cours impériales et les sièges du pouvoir, des luttes de pouvoir éclataient régulièrement entre les clans, et les samouraïs se retrouvaient souvent au cœur de ces guerres de cour. Leur loyauté envers leur seigneur était sans faille, mais la politique interne du Japon féodal offrait une scène mouvante où même les plus loyaux pouvaient se retrouver pris dans des intrigues fatales. La véritable épreuve pour les samouraïs viendrait bien plus tard, lorsque le pays serait déchiré par des guerres civiles d'une ampleur inconnue jusque-là. Mais pour l'heure, les samouraïs se construisaient comme une classe qui allait rapidement se transformer en un pilier fondamental de l'empire japonais. Leur destin semblait tout tracé. Ils seraient les protecteurs, les gouverneurs et les maîtres du Japon féodal. L'histoire du Japon, en particulier de ses samouraïs, entra dans une nouvelle ère lorsque les tensions internes du pays atteignirent leur paroxysme. Au début du XIIe siècle, deux puissants clans, les Taira et les Minamoto, se retrouvèrent au cœur d'une lutte impitoyable pour la suprématie. Ces deux familles étaient liées par un mélange complexe de rivalité familiale, d'ambition politique et de passion guerrière, et ce conflit allait changer à jamais le visage du Japon. Cette guerre de Genpei, comme elle fut plus tard nommée, symbolisait bien plus qu'une simple bataille entre clans rivaux. Elle marquait la naissance de ce que l'on appellera plus tard le Japon féodal. Les Taira, sous la direction du redoutable Taira no Kiyomori, avaient atteint une position de pouvoir inégalée, contrôlant la cour impériale de Kyoto et possédant une influence directe sur l'empereur. Leur domination semblait inébranlable, mais leur arrogance et leur soif de pouvoir attirèrent bientôt de puissants ennemis. Les Minamoto, bien que longtemps exilés et considérés comme des rivaux mineurs, se relevèrent sous la conduite de Minamoto no Yoritomo, un chef militaire pragmatique et rusé. Ce dernier, bien que d'abord en exil, était animé d'une ambition farouche et d'un désir ardent de prendre sa revanche. L'ascension des Minamoto se traduisit par des alliances stratégiques, des batailles décisives et des retournements de situation qui bouleversèrent le cours de l'histoire japonaise. Au centre de cette guerre se trouvait la notion même de loyauté. Les samouraïs, encore jeunes dans leur rôle de guerriers nobles, s'étaient déjà forgé un code de conduite basé sur l'honneur et la fidélité envers leur seigneur. Mais cette guerre allait tester cette loyauté à son maximum. D'un côté, les Taira, forts de leur influence impériale, étaient soutenus par un grand nombre de samouraïs loyaux, tandis que les Minamoto, menés par l'ambitieux Yoritomo, parvenaient à rallier de plus en plus de clans à leur cause. Les batailles de Genpei étaient non seulement un affrontement de forces militaires, mais aussi une lutte pour la dignité, le pouvoir et la préservation de l'ordre social. Le combat ne se livrait pas seulement sur le terrain de bataille, mais également dans les cœurs et les esprits des samouraïs, qui devaient faire face à des dilemmes moraux concernant leur allégeance et leur honneur personnel. Chaque victoire, chaque défaite, était perçue non seulement comme un succès militaire, mais comme un acte symbolique, un acte inscrit dans les annales de l'histoire du Japon. L'un des moments les plus significatifs de cette guerre fut la bataille de Dan-no-ura, une bataille navale qui se déroula en 1185 dans le détroit de Shimonoseki. Les Minamoto, menés par le brillant tacticien Minamoto no Yoshitsune, mirent fin au pouvoir des Taira dans une défaite décisive. Cette victoire maritime fut marquée par des actes de bravoure et des moments de cruauté. Les samouraïs des Taira, désespérés et capturés, préférèrent se jeter dans la mer, et ce geste tragique de suicide collectif marqua profondément l'imaginaire collectif japonais, symbolisant le respect ultime de l'honneur samouraï. Le jeune empereur des Taira, Antoku, se noya également lors de cette bataille,
et sa mort tragique, accompagnée de la disparition de sa famille, devint le symbole de la chute d'un clan autrefois puissant. La défaite des Taira ouvrit la voie à la domination des Minamoto. Yoritomo, après cette victoire décisive, ne chercha pas à prendre directement le pouvoir impérial, mais établit un nouveau. Ce shogunat, basé à Kamakura, marquait un tournant majeur dans l'histoire du Japon. Plutôt que de gouverner directement depuis la cour impériale de Kyoto, Yoritomo et ses successeurs prirent le contrôle effectif du pays depuis cette région éloignée, instaurant une nouvelle forme de gouvernement féodal où le pouvoir militaire et politique était détenu par des samouraïs. L'empereur restait une figure symbolique, mais le véritable pouvoir était désormais aux mains des shoguns et des samouraïs. La guerre de Genpei n'était pas seulement une victoire militaire, mais aussi une transformation radicale de la structure du pouvoir au Japon. Le shogunat Kamakura établit les bases d'une société nouvelle, fondée sur la loyauté, l'honneur et la discipline. Les samouraïs, une fois simples guerriers au service de leur seigneur, étaient désormais les dirigeants du pays. Ils étaient chargés de maintenir l'ordre et de gouverner, tout en suivant un code strict de comportement et d'éthique. Le Bushido se précisait peu à peu, intégrant des valeurs bouddhistes de stoïcisme et de renoncement, et des principes confucéens d'harmonie et de respect des hiérarchies. Dans cette nouvelle ère, les samouraïs étaient plus que de simples combattants. Ils étaient des administrateurs, des juges, des stratèges et des intellectuels. Le Japon féodal venait de prendre forme, et les samouraïs en étaient les architectes. Ils forgeraient, au fil des siècles, une culture guerrière unique qui marquerait non seulement l'histoire du Japon, mais l'imaginaire du monde entier. Le vent soufflait sur les collines de Kamakura, emportant avec lui les premières lueurs de l'aube. La ville, qui était à l'origine un simple centre de commandement militaire, devenait le cœur battant d'un Japon féodal en pleine métamorphose. C'était ici, dans cette région éloignée de Kyoto, que Minamoto no Yoritomo avait décidé de fonder un nouveau système de gouvernement, un shogunat. Le shogunat Kamakura n'était pas seulement une victoire sur les Taira, mais aussi un défi direct à l'autorité de la cour impériale. Un changement radical s'opérait. Le pouvoir militaire et politique n'était plus concentré entre les mains des élites de la capitale impériale, mais se déplaçait vers la périphérie, dans les mains des samouraïs. Sous Yoritomo, le Japon se transforma en un pays dirigé par des seigneurs militaires qui, plutôt que de gouverner directement depuis Kyoto, exerçaient leur autorité à travers un réseau de vassaux. Le shogun, à la tête de ce gouvernement militaire, devint le véritable dirigeant, bien que l'empereur demeure une figure symbolique. Cette réorganisation marquait le début d'une période où le pouvoir était partagé entre l'empereur, qui restait à Kyoto, et le shogun, basé à Kamakura. C'était la naissance d'un système de gouvernement où la classe des samouraïs jouait un rôle central, non seulement sur le champ de bataille, mais aussi dans la gestion des affaires politiques et sociales du pays. Yoritomo comprenait que le contrôle du pays ne se limitait pas à l'acquisition de terres ou à la domination militaire. Pour consolider son pouvoir, il devait établir une administration stable, capable de gérer les territoires et de maintenir la paix. Il créa un réseau de vassaux loyaux, qu'il appointa à des postes de gouvernance dans les provinces. Ces vassaux, des samouraïs fidèles, étaient responsables de la collecte des impôts, du maintien de l'ordre et de la gestion des affaires locales. En retour, ils obtenaient des terres et une reconnaissance officielle de leur statut. Ainsi, le shogunat Kamakura fonctionnait sur une structure de vassalité militaire. Le shogun, au sommet, avait sous son contrôle une série de seigneurs locaux, tous liés par une fidélité stricte. Pour préserver son pouvoir et celui de sa famille, Yoritomo établit également un système judiciaire distinct de celui de la cour impériale. Ce système juridique reposait sur le droit coutumier, et les samouraïs étaient à la fois les juges et les exécutants de la justice. La loyauté était primordiale, et l'honneur d'un samouraï ne se mesurait pas uniquement à ses talents guerriers, mais aussi à sa capacité à maintenir l'ordre et à protéger la société. Le code de conduite des samouraïs, bien que flou au début, commençait à prendre forme. Il se fondait sur l'idée que l'honneur personnel et la fidélité envers son seigneur étaient les bases de la société japonaise. Malgré le contrôle militaire et la consolidation du pouvoir de Yoritomo, la fragilité du shogunat Kamakura restait évidente. En raison de l'immensité du pays et de la difficulté à communiquer efficacement entre les régions éloignées,
L'autorité centrale de Kamakura peinait parfois à imposer sa volonté. Les seigneurs locaux, bien que théoriquement sous l'autorité du shogun, conservaient une grande autonomie. Ce manque de centralisation totale menait à des tensions constantes entre les différentes factions samouraïs et les dirigeants locaux, ce qui fragilisait l'ensemble du système. Les décennies suivantes furent marquées par une série de luttes internes au sein du clan Minamoto, exacerbées par la mort prématurée de Yoritomo en 1199. Après sa disparition, son fils, Minamoto no Yorie, prit la tête du shogunat Kamakura, mais il était trop jeune et trop faible pour maintenir l'ordre. La régence fut confiée à la famille Hojo, des parents par alliance, qui prenaient progressivement le contrôle effectif du gouvernement. Les Hojo, au début simples régents, finirent par dominer le shogunat Kamakura, consolidant leur pouvoir à travers une série de mariages stratégiques et d'assassinats politiques. Les Hojo devinrent les véritables maîtres de Kamakura, et le pouvoir militaire se concentra de plus en plus entre leurs mains, réduisant l'importance des descendants directs de Minamoto. Mais le shogunat Kamakura, sous la domination des Hojo, affrontait une nouvelle série de défis. Des soulèvements de samouraïs mécontents, des crises économiques et une lutte pour la légitimité avec la cour impériale. Le shogunat, bien que toujours puissant, était de plus en plus menacé par des forces internes qui cherchaient à revendiquer leur propre place dans l'ordre féodal du Japon. Dans ce climat de tension, le shogunat Kamakura entreprit une série de réformes pour maintenir l'unité et l'ordre. Mais ces réformes, bien qu'essentielles, ne purent empêcher le déclin du système. En 1333, le shogunat Kamakura s'effondra, vaincu par une coalition de forces impériales et de samouraïs révoltés, marquant ainsi la fin de la première phase de la domination des samouraïs. Cependant, la structure féodale qu'ils avaient créée ne disparut pas. Le modèle de gouvernance samouraï allait renaître sous une nouvelle forme, celle du shogunat Ashikaga, mais les samouraïs restaient au cœur de ce système. L'héritage du shogunat Kamakura était complexe. Bien que son effondrement ait marqué un tournant dans l'histoire du Japon, il avait posé les bases d'un Japon féodal durable, centré sur les valeurs du Bushido, l'honneur, la loyauté et le pouvoir militaire. Le Japon était désormais un pays dirigé par des guerriers, et cette guerre de pouvoir, d'honneur et de loyauté continuait à façonner son destin pour les siècles à venir. Après la chute du shogunat Kamakura en 1333, le Japon entra dans une nouvelle phase de son histoire, marquée par l'émergence du shogunat Ashikaga. L'effondrement du pouvoir des Minamoto et des Hojo ouvrit la voie à une nouvelle dynastie de seigneurs militaires, les Ashikaga, qui allaient gouverner le Japon pendant plus de 2 siècles. Cependant, cette transition ne fut pas facile, et la période Ashikaga débuta sous le signe du conflit, avec des luttes internes entre les forces impériales et les seigneurs samouraïs. Le shogunat Ashikaga, dirigé par Ashikaga Takauji, prit naissance dans un contexte de fragmentation politique. Après avoir soutenu l'empereur Go-Daigo dans sa tentative de restaurer le pouvoir impérial, Takauji se retourna contre lui, s'emparant de Kyoto et établissant son propre gouvernement militaire. Ce coup d'État marqua la fin de la cour impériale comme dirigeant effectif du pays et le début d'un nouveau système féodal qui allait changer la structure de pouvoir au Japon. Takauji établit la capitale du shogunat à Kyoto, une ville déjà symbole de l'ancien pouvoir impérial, et initia une série de réformes qui renforcèrent l'autorité du shogunat. Cependant, malgré la consolidation du pouvoir militaire, le shogunat Ashikaga fit face à de nombreuses difficultés. La structure du gouvernement était moins centralisée que celle de son prédécesseur, le shogunat Kamakura, et les seigneurs locaux, les daimyo, jouissaient d'une grande autonomie. Les Ashikaga durent faire face à une série de rébellions et de rivalités internes qui affaiblirent leur pouvoir. La guerre civile éclata en 1467 avec la guerre d'Onin, un conflit majeur qui divisa le Japon en factions opposées. Les luttes internes affaiblirent considérablement l'autorité du shogunat et plongèrent le pays dans une période de chaos connue sous le nom de Sengoku Jidai, l'époque des États en guerre. Mais malgré les tensions politiques et les guerres incessantes, la période Ashikaga fut également un âge d'or culturel pour le Japon. C'est durant cette époque que la culture samouraï se raffina et s'épanouit. Les samouraïs, tout en étant des guerriers redoutables, commencèrent à embrasser les arts et la philosophie avec un sérieux nouveau. Le bouddhisme zen en particulier exerça une influence profonde sur la classe guerrière.
Le zen, qui mettait l'accent sur la méditation et la simplicité, devint un élément central dans la formation des samouraïs. Cette approche de la spiritualité, axée sur l'introspection et la maîtrise de soi, complétait parfaitement les idéaux militaires de discipline et de contrôle. L'impact de cette philosophie zen sur la culture japonaise se fit sentir dans plusieurs domaines. La pratique du thé, ou chanoyu, devint un art raffiné, et les samouraïs jouèrent un rôle clé dans son développement. Sous l'influence des maîtres de thé comme Sen no Rikyu, la cérémonie du thé se transforma en un rituel spirituel et esthétique d'une grande profondeur. Le thé, loin d'être une simple boisson, devint un moyen pour les samouraïs de cultiver leur esprit, de rechercher la tranquillité intérieure et de se rapprocher de l'idéal du wabi-sabi, qui valorisait la beauté dans l'imperfection et la simplicité. La poésie, l'architecture et l'art du jardinage connurent également un renouveau sous l'influence de la culture zen. Les samouraïs se mirent à pratiquer la calligraphie et à composer des haïkus, des poèmes courts qui saisissaient l'essence de la nature et de l'existence humaine dans des vers simples mais puissants. Les jardins zen, avec leurs pierres soigneusement disposées, leurs sables ratissés et leurs arbres taillés avec soin, étaient des symboles extérieurs de l'ordre intérieur que les samouraïs cherchaient à cultiver. Ces jardins étaient des lieux de méditation et de réflexion, où l'art de la guerre rencontrait l'art de la paix. Cependant, l'époque Ashikaga n'était pas uniquement marquée par la recherche de la beauté et de la sérénité. Les guerres incessantes et les conflits politiques se mêlaient aux innovations culturelles. L'ascension des daimyos et des samouraïs en tant que chefs militaires et administrateurs marqua une époque de transformation sociale. Les seigneurs locaux, bien qu'encadrés par le shogunat, cherchaient à étendre leur pouvoir, et leur influence grandissante mena à des affrontements répétés. L'une des caractéristiques les plus marquantes de la période Ashikaga fut la place croissante des samouraïs dans les affaires politiques et administratives. Ils ne se contentaient plus de servir comme guerriers ou protecteurs. Ils devenaient des régents, des diplomates, des juges et même des philosophes. Cette double identité du samouraï, à la fois guerrier et administrateur, allait devenir une des pierres angulaires de la société féodale japonaise. Ainsi, malgré les instabilités politiques et les guerres qui déchiraient le pays, la période Ashikaga permit aux samouraïs de se forger une identité culturelle forte qui allait influencer l'évolution du Japon durant les siècles suivants. Les idéaux du Bushido, ce code de conduite des samouraïs, commencèrent à prendre forme de manière plus concrète, unissant la guerre et la paix dans un équilibre fragile mais puissant. Le shogunat Ashikaga, bien que politiquement affaibli vers la fin de sa période de règne, laissa un héritage culturel profond. Les arts florissants, la discipline zen et l'éthique samouraï étaient désormais profondément ancrés dans la société japonaise, et ce patrimoine culturel allait perdurer, bien au-delà de l'effondrement de la dynastie Ashikaga, dans l'imaginaire et la structure de la société japonaise jusqu'à la fin du système féodal. La guerre de Genpei et l'ascension des shogunats avaient façonné un Japon fondé sur des principes de loyauté et de discipline, mais c'était sous l'ombre de la période Sengoku, l'ère des États en guerre, que le véritable esprit des samouraïs se révéla dans toute sa brutalité et sa complexité. L'effondrement partiel de l'autorité des Ashikaga et l'augmentation des conflits entre les daimyos ouvrirent la voie à des décennies de guerre civile dévastatrices. La guerre faisait rage sur tout le territoire japonais, alors que des seigneurs locaux cherchaient à agrandir leur influence et à imposer leur volonté sur les autres, dans un monde où la loyauté était aussi fluide que les alliances changeantes entre les puissants. Le Japon était désormais divisé en centaines de territoires, chacun gouverné par un daimyo. Ces seigneurs, initialement sous l'autorité du shogunat, étaient désormais indépendants, chacun régnant sur ses terres avec une autorité absolue. En l'absence d'une autorité centrale forte, chaque daimyo cherchait à renforcer son pouvoir en menant des campagnes militaires incessantes pour conquérir de nouvelles terres. Les samouraïs, qui étaient autrefois vassaux loyaux, se retrouvèrent au cœur de ces batailles, non seulement comme combattants, mais aussi comme stratèges et administrateurs de terres conquises. Au fur et à mesure que des batailles se multipliaient, de nouvelles figures émergèrent parmi les daimyos. Des guerriers audacieux et des chefs charismatiques comme Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi et Tokugawa Ieyasu se firent un nom dans les rangs des samouraïs, marquant l'histoire par leur habileté à manipuler les forces militaires et politiques de l'époque. Leurs ambitions ne se limitaient pas à la conquête de terres, mais cherchaient aussi à établir un contrôle unifié sur le pays.
Mais la voie vers cette unification était semée d'embûches. Oda Nobunaga, le premier des trois grands unificateurs du Japon, se distinguait par sa brutalité stratégique et son usage innovant de la technologie militaire. Son utilisation des arquebuses à feu, une arme nouvelle à l'époque, changea le cours de nombreuses batailles, notamment lors de la célèbre bataille de Nagashino en 1575, où il écrasa les forces de Takeda Shingen. Nobunaga ne se contentait pas de remporter des victoires militaires, il cherchait à réduire l'influence des pouvoirs traditionnels, notamment les temples bouddhistes et les clans qui résistaient à son autorité. Il imposa des réformes administratives qui renforçaient la centralisation du pouvoir, visant à étouffer les foyers de résistance qui s'étaient formés au sein des régions rurales. Malheureusement, le rêve de Nobunaga d'unifier le Japon fut de courte durée. En 1582, il fut trahi et forcé de commettre seppuku, un suicide rituel, après un coup d'État mené par un de ses propres généraux, Akechi Mitsuhide. Ce tragique événement ne marqua pas la fin de la quête de l'unité, mais plutôt une transition vers une autre figure puissante, Toyotomi Hideyoshi, un ancien vassal de Nobunaga. Hideyoshi, un homme d'origine modeste, monta en puissance grâce à sa brillante stratégie militaire et à son habileté à manipuler les alliances. Après la mort de Nobunaga, il parvint à rassembler les terres sous son autorité, consolidant ainsi son pouvoir avec une série de victoires militaires. Mais au-delà de son génie militaire, Hideyoshi comprenait aussi la nécessité de pacifier le pays après des décennies de guerre. Il mit en œuvre une série de réformes sociales, notamment l'interdiction aux paysans de posséder des armes, renforçant ainsi le contrôle de la classe samouraï sur les populations locales. Hideyoshi tenta même de conquérir la Chine en menant des invasions en Corée, mais ses ambitions expansionnistes échouèrent, affaiblissant sa position. Avec la mort de Hideyoshi en 1598, le Japon entra dans une nouvelle phase d'instabilité. Mais cette fois, la figure qui allait finalement mettre fin à l'ère des guerres civiles et unifier le pays était déjà en place, Tokugawa Ieyasu. Ancien allié de Nobunaga et de Hideyoshi, Ieyasu était un stratège politique et militaire hors pair. Après la mort de Hideyoshi, Ieyasu mit en œuvre un plan astucieux pour éliminer ses rivaux et établir son propre contrôle sur le Japon. Le 21 octobre 1600, lors de la bataille décisive de Sekigahara, Ieyasu écrasa les forces alliées de ses ennemis et s'empara du pouvoir, inaugurant ainsi la période la plus longue de stabilité du Japon, le shogunat Tokugawa. Ieyasu, un homme pragmatique, comprit qu'une stabilité durable ne pouvait être atteinte que par la centralisation absolue du pouvoir. En 1603, il fut nommé shogun, mettant ainsi fin à des décennies de guerre et de chaos. Le shogunat Tokugawa marqua l'instauration d'un régime féodal rigide, où les samouraïs jouèrent un rôle central dans la gouvernance. Sous Ieyasu et ses successeurs, le Japon connut près de 250 ans de paix relative, période connue sous le nom de période Edo. Cependant, bien que les samouraïs aient été maîtres du pays, leur rôle évolua. Loin de la guerre, leur fonction se transforma en une bureaucratie administrative et une classe intellectuelle composée de mandarins et de lettrés plutôt que de combattants. Le code du Bushido, avec ses valeurs de fidélité, de courage, de respect et de moralité, était toujours au cœur de leur existence, mais les samouraïs eux-mêmes se retrouvaient dans un Japon de plus en plus pacifique et cloisonné. Ainsi, l'époque Sengoku, avec ses batailles acharnées, ses intrigues politiques et ses figures légendaires, marqua le passage du Japon d'une ère de chaos à une ère de domination samouraï. Ce fut une époque où l'héritage de la guerre se mêla à l'ascension de la culture et de l'administration. L'évolution de la classe des samouraïs, des guerriers impitoyables à des administrateurs sophistiqués, marqua une transformation majeure dans l'histoire du Japon, avec des conséquences qui se feraient sentir bien au-delà de la période des États en guerre. L'histoire de l'unification du Japon, dans ses moments les plus dramatiques, se résume à l'ascension de trois figures majeures, Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi et Tokugawa Ieyasu. Ces hommes, unis par leurs ambitions, leur stratégie militaire et leur vision d'un Japon unifié, allaient marquer à jamais l'histoire du pays. Bien que chacun ait suivi une voie différente et ait connu des destins variés, leur héritage commun repose sur un combat incessant pour l'ordre et la paix dans un pays fragmenté par des décennies de guerre civile. Oda Nobunaga,
Le plus tôt, dans cette course à l'unification, était un homme d'une audace remarquable. Il n'avait pas peur de briser les traditions et de recourir à des méthodes non conventionnelles pour écraser ses ennemis. Sa plus grande innovation fut sans doute l'utilisation des armes à feu, alors récemment introduites au Japon par les Portugais. Lors de la bataille de Nagashino en 1575, il utilisa des arquebuses pour briser la charge de la cavalerie Takeda, une victoire qui illustra non seulement son génie militaire, mais aussi son aptitude à transformer la guerre en un exercice de précision et de stratégie. Nobunaga n'était pas seulement un homme de guerre, il était aussi un réformateur qui chercha à réduire l'influence des pouvoirs traditionnels, en particulier les puissants temples bouddhistes qui résistaient à son autorité. Il envisageait un Japon où la politique et le pouvoir militaire étaient centralisés, et où l'empereur et la cour impériale étaient relégués à un rôle symbolique, une vision qui allait porter ses fruits bien après sa mort. Malheureusement, le rêve d'unification de Nobunaga ne dura pas. En 1582, il fut trahi par l'un de ses plus proches généraux, Akechi Mitsuhide, qui l'obligea à commettre seppuku, un suicide rituel, dans un acte de trahison qui secoua les fondations du Japon. Mais la mort de Nobunaga ne signifia pas la fin de son rêve. Toyotomi Hideyoshi, un ancien paysan devenu un des généraux les plus fidèles de Nobunaga, se leva pour prendre la relève de son maître. Hideyoshi, avec son ascension étonnante, devint l'un des plus grands unificateurs du Japon. Né dans la pauvreté, il parvint, par ses talents militaires et sa politique habile, à unifier la majeure partie du Japon sous son contrôle. Sa conquête ne se limita pas aux champs de bataille, mais s'étendit également à une série de réformes sociales et administratives. Parmi celles-ci, la plus marquante fut la politique de désarmement des paysans. Hideyoshi ordonna à tous les paysans de remettre leurs armes, consolidant ainsi le pouvoir militaire des samouraïs et renforçant leur domination. Il promut également des projets d'infrastructure, créant des routes et des fortifications qui facilitèrent la centralisation du pouvoir. Hideyoshi rêvait d'aller au-delà des frontières du Japon. En 1592 et 1597, il lança 2 invasions de la Corée, cherchant à élargir son empire et à affirmer la puissance du Japon sur le continent. Cependant, ces invasions furent un échec retentissant. Malgré une initiale victoire en Corée, les armées japonaises furent repoussées par une coalition de forces coréennes et chinoises. Cet échec affaiblit la position de Hideyoshi et la stabilité qu'il avait si soigneusement construite commença à se fissurer. À la mort de Hideyoshi en 1598, le Japon se retrouva une nouvelle fois à la croisée des chemins. La question de la succession se posa avec acuité. Le pouvoir de Hideyoshi reposait sur sa volonté de centraliser l'autorité entre les mains d'un seul homme, mais son héritier, un enfant, ne pouvait pas assumer la charge de cette tâche colossale. Dans ce contexte, un autre homme, Tokugawa Ieyasu, l'un des plus fidèles alliés de Hideyoshi, se leva pour revendiquer le pouvoir. Ieyasu, après des décennies de manœuvres politiques, de batailles et d'alliances, saisit l'opportunité qui s'offrait à lui après la mort de Hideyoshi. En 1600, lors de la bataille de Sekigahara, Ieyasu écrasa les forces de ses rivaux et s'empara du contrôle absolu du Japon. La bataille de Sekigahara fut décisive, car elle signa la fin des conflits internes qui déchiraient le pays depuis si longtemps. En 1603, Ieyasu fut officiellement nommé shogun par l'empereur, fondant ainsi le shogunat Tokugawa. Le shogunat Tokugawa marqua le début d'une ère de paix relative qui durerait près de 250 ans, la plus longue période de stabilité dans l'histoire du Japon. Ieyasu et ses successeurs établiraient un régime féodal strict, où la classe samouraï régnerait sur le pays avec une discipline rigide. Les samouraïs, bien qu'ayant été des guerriers impitoyables, se transformeraient en bureaucrates et administrateurs dans ce monde de paix. L'idée de la loyauté, du sacrifice et de l'honneur, incarnée dans le code du Bushido, s'incarnerait dans cette époque de prospérité, où le Japon chercherait à maintenir son isolement et à préserver ses traditions face aux influences étrangères. Ainsi, les rêves d'unification portés par Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi et Tokugawa Ieyasu se concrétisèrent dans une époque où les samouraïs, d'abord des guerriers de fer, devinrent les architectes d'une société plus stable et plus prospère, mais aussi plus cloisonnée et hiérarchisée. Les échos de leur héritage se feraient sentir au-delà de la fin du shogunat Tokugawa, dans les siècles à venir,
marquant à jamais le Japon avec des valeurs qui résisteraient à l'épreuve du temps. La bataille de Sekigahara en 1600 fut un moment charnière dans l'histoire du Japon. Elle marqua non seulement la victoire décisive de Tokugawa Ieyasu, mais aussi l'avènement d'un régime qui allait façonner le destin du pays pour les 2 siècles à venir. Une fois la victoire remportée, Ieyasu ne tarda pas à renforcer sa position en consolidant son pouvoir à travers des alliances stratégiques et une série de réformes politiques qui mettaient définitivement fin aux guerres civiles. En 1603, il reçut officiellement le titre de shogun, scellant ainsi la fondation du shogunat Tokugawa et inaugurant l'ère Edo, une époque de paix relative qui allait durer près de 250 ans. Sous le shogunat Tokugawa, le Japon entra dans une période de stabilité sans précédent, marquée par un contrôle centralisé exercé par la famille Tokugawa. Contrairement à ses prédécesseurs, Ieyasu comprit que la paix ne pouvait être imposée simplement par la force militaire, mais devait reposer sur une structure politique et sociale solide. Il institua un système de gouvernement féodal strict où les seigneurs locaux, appelés daimyo, étaient tenus de prêter allégeance au shogun et de maintenir l'ordre dans leur domaine tout en respectant les règles imposées par Kamakura et Kyoto. Le pouvoir militaire était désormais entre les mains des samouraïs, mais ce ne sont pas seulement leurs compétences guerrières qui étaient requises. La gestion administrative, la diplomatie et la fidélité au shogun étaient désormais tout aussi importantes. Le shogunat Tokugawa instaura également un système de contrôle social que l'on appellerait plus tard le système des Sankin Kotai. Ce système obligeait les daimyo à résider à Edo, aujourd'hui Tokyo, pendant un certain temps chaque année, tout en maintenant leur famille en otage à la cour. Cela permettait non seulement de maintenir une surveillance constante sur les daimyo, mais aussi de renforcer l'autorité du shogun. Cette politique, bien que contraignante, réussit à limiter les révoltes et à assurer la stabilité politique, mais elle donna aussi à Edo un rôle symbolique et administratif qui renforça son statut de capitale politique et économique du Japon. En parallèle, Tokugawa Ieyasu et ses successeurs maintinrent le pays dans un état d'isolement rigide. Dès 1635, sous le règne de son fils Tokugawa Iemitsu, le shogunat imposa une politique de sakoku, une fermeture du Japon au monde extérieur. Ce système d'isolationnisme visait à protéger le pays des influences étrangères, en particulier chrétiennes, qui étaient perçues comme des menaces pour l'ordre social et politique établi. Les Portugais et les Espagnols, qui avaient été les premiers à établir des liens commerciaux avec le Japon, furent expulsés, et seuls les Néerlandais et les Chinois étaient autorisés à commercer dans le port de Nagasaki, sous des conditions strictes. Ce régime d'isolement permettait au Japon de se concentrer sur ses affaires intérieures et de maintenir une relative stabilité. Cependant, il eut également des conséquences profondes sur la société japonaise. Les samouraïs, qui avaient été les maîtres de la guerre, se virent progressivement contraints à adopter un rôle plus bureaucratique. Les seigneurs locaux, tout en conservant une certaine autonomie dans leur région, durent se conformer aux politiques imposées par Edo. Les samouraïs, de plus en plus déconnectés de la guerre, se tournèrent vers les arts et les sciences, devenant des administrateurs et des fonctionnaires. La société japonaise s'organisa autour d'une structure hiérarchique rigide, où le respect de l'autorité et la fidélité aux règles étaient des valeurs primordiales. Sous le shogunat Tokugawa, le Japon connut un essor économique remarquable, bien que les inégalités sociales demeurassent profondément enracinées. Le commerce, la production agricole et l'industrie se développèrent et une classe moyenne urbaine, les chonin, émergea dans les villes comme Edo, Kyoto et Osaka. Cette nouvelle classe, composée de marchands et d'artisans, joua un rôle clé dans la croissance économique du pays, bien qu'elle restât largement marginalisée dans la hiérarchie sociale. Les samouraïs, bien que toujours au sommet de l'échelle sociale, commencèrent à perdre leur statut en raison de leur incapacité à s'adapter aux nouvelles réalités économiques et administratives. Beaucoup d'entre eux se retrouvèrent dans une situation précaire, incapables de maintenir leur mode de vie traditionnel, tandis que d'autres se tournèrent vers les arts, la culture et l'étude. La culture, sous le shogunat Tokugawa, connut une période de grande floraison. Les samouraïs, dans leur recherche de l'idéalisme zen, adoptèrent les arts de la cérémonie du thé, de la calligraphie et de la poésie, qu'ils considéraient comme des moyens d'atteindre la sérénité intérieure et la maîtrise de soi.
La littérature, le théâtre et la peinture prospérèrent également, et des formes artistiques comme le kabuki et le bunraku attirèrent un large public. Les ukiyo-e, ces célèbres estampes japonaises, commencèrent à se répandre à cette époque, capturant les scènes de la vie urbaine et les paysages du Japon avec une précision étonnante. Ces arts, souvent influencés par la philosophie zen et l'esthétique wabi-sabi, la beauté de l'imperfection, devinrent les éléments constitutifs de la culture japonaise et continuèrent à façonner l'identité nationale bien après la fin du shogunat Tokugawa. Cependant, malgré les siècles de stabilité, des tensions internes commencèrent à se manifester à la fin de la période Edo. La politique d'isolationnisme, bien qu'elle ait garanti la paix et la prospérité interne, commença à peser sur le Japon, alors que les puissances occidentales, comme les États-Unis et les pays européens, commençaient à imposer des pressions pour ouvrir le pays au commerce international. Cette situation, combinée aux inégalités sociales croissantes, à la corruption parmi les daimyos et à une population paysanne de plus en plus mécontente, mena à la chute du shogunat Tokugawa au milieu du XIXe siècle. Le Japon, après plus de 2 siècles de paix imposés par le shogunat Tokugawa, se retrouva à un carrefour historique. Les événements de la fin de la période Edo jetèrent les bases de la restauration Meiji, un tournant majeur qui allait entraîner le pays dans l'ère moderne.